La coupe de champagne s'est brisée sur le sol en marbre, mais Caroline ne l'a pas entendu. Ses yeux étaient rivés sur la main de son mari, posée sur le ventre d'une autre femme, son pouce dessinant de doux cercles, comme il avait l'habitude de le faire avec elle. Elle était enceinte de 8 mois de son enfant, debout dans une salle remplie de 500 invités, regardant son mari milliardaire chuchoter des secrets à sa maîtresse. C'est alors que Caroline a réalisé quelque chose de terrifiant. Vivian n'était pas seulement sa maîtresse, elle était également enceinte. Ce qui allait se passer ensuite allait détruire un empire d'1 milliard de dollars avant le lever du soleil. Mais voici ce que Preston Ashworth ignorait. Sa femme n'avait pas pleuré pendant les 3 derniers mois. 3 derniers mois. Elle avait monté un dossier, rassemblé des preuves, enregistré des conversations, documenté chaque mensonge. La femme qu'il considérait comme hormonale et instable était sur le point de devenir son pire cauchemar. Elle quitta le gala dans un silence complet. Pas de larmes, pas de confrontation, pas d'avertissement. Au matin, Preston Ashworth avait tout perdu. Son entreprise, son héritage, sa réputation, sa liberté. Voici l'histoire de la façon dont le silence d'une femme est devenu l'arme la plus puissante qui soit. La leçon et la valeur que cette histoire nous enseigne. Cette histoire nous rappelle que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, les personnes les plus discrètes préparent la riposte la plus retentissante. Votre valeur n'est jamais déterminée par la façon dont quelqu'un vous traite. Elle est déterminée par la façon dont vous réagissez lorsqu'on vous sous-estime. Le sens derrière cette histoire. Toutes les femmes qui se sont déjà senties invisibles dans leur propre mariage se reconnaîtront dans Caroline. Toutes les personnes qui ont été manipulées, trompées ou qui ont été traitées de folles pour avoir suivi leur instinct trouveront ici une validation. Cette histoire prouve que vous n'êtes jamais trop brisé pour vous reconstruire. Vous n'êtes jamais trop perdu pour retrouver votre chemin. Et vous n'êtes jamais trop silencieux pour finir par trouver votre voie. La véritable victoire n'est pas la vengeance, c'est de se réapproprier soi-même. La flûte de champagne glissa des doigts de Caroline au moment où elle vit la main de son mari se poser sur le ventre de Vivian Marlowe. Le cristal se brisa sur le sol en marbre. Le bruit trancha la mélodie du quatuor à cordes comme un cri. 500 têtes se tournèrent vers le bruit que Caroline avait à peine remarqué. Ses yeux étaient fixés de l'autre côté du gala de charité annuel de la Fondation Ashworth, sur Preston, sur sa main posée, sur le corps de cette femme. La salle de bal métropolitaine scintillait avec ses lustres d'une valeur de 10 millions de dollars. Des femmes en robe de créateur flottaient entre les tables drapées de soie blanche. Les serveurs circulaient avec des plateaux en argent remplis d'amuse-bouches qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. C'était l'événement de la saison, le joyau de la couronne du calendrier social des Ashworth, et le mari de Caroline touchait le ventre enceinte d'une autre femme. Elle compta 1, 2, 3 secondes de contact. Son pouce traça un petit cercle. Vivien rit de quelque chose. Il murmura ce rire. Caroline connaissait ce rire. C'était le rire que Preston utilisait quand il était charmant, quand il était authentique. Il n'avait pas ri comme ça avec elle depuis des mois. Un serveur apparut à ses pieds. Il balaya les morceaux de verre avec une efficacité rodée. Il ne la regarda pas dans les yeux. Personne ne le fit. Les invités s'étaient déjà détournés, avaient déjà repris leur conversation, avaient déjà oublié la femme enceinte qui avait renversé son verre. La robe en soie de Caroline collait à son ventre gonflé. 8 mois, 32 semaines à porter l'enfant de Preston Ashworth. Elle posa une main sur la courbe de son ventre. Le bébé donna un grand coup de pied, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Elle sortit son téléphone, le déverrouilla, fixa l'écran, le verrouilla à nouveau, le déverrouilla. Que pouvait-elle faire? Lui épater, lui envoyer un SMS, l'appeler, lui demander d'expliquer pourquoi sa main était posée sur sa directrice des projets spéciaux comme si elle lui appartenait. Elle verrouilla le téléphone.
Il n'y avait rien sur cet écran qui puisse l'aider. Eleanor Ashworth apparut à ses côtés. La mère de Preston se frayait un chemin à travers la foule comme un requin dans l'eau, silencieuse, mortelle. Ses doigts se refermèrent sur le bras de Caroline avec une force brutale. « Souris, ma chérie, » dit Eleanor. Sa voix était douce comme du miel sur du verre brisé. Les gens regardent. « Tu as vu ça ?» murmura Caroline. « Je t'ai vu faire une scène en laissant tomber ton verre. Preston avec Viven. » Sa main était posée sur son ventre. Eleanor resserra son étreinte. Son sourire ne faiblit pas. « Quoi que tu penses avoir vu, tu n'as dû rien vu. Les femmes. Ashworth ne font pas de scène. Les femmes. Ashworth n'accuse Protection pas. Les femmes. Ashworth sourit. Salut. Et font semblant que tout est parfait. Mais j'ai vu. Tu n'as rien vu. Eleanor relâcha son bras. Son sourire s'accentua. Maintenant, va te repoudrer le nez, refaire ton maquillage et quand tu reviendras, tu seras la gracieuse épouse de Preston Ashworth. Tu porteras le futur héritier de cette famille. Tu ne m'embarrasseras plus jamais. Eleanor s'éloigna en glissant. Elle rejoignit un cercle de donateurs près de la table de la vente aux enchères silencieuses. En quelques secondes, elle riait à la blague de quelqu'un. L'hôtesse parfaite, la matrone parfaite, le monstre parfait. Caroline se fraya un chemin à travers la foule comme un fantôme. Elle croisa les collègues de Preston qui lui firent un signe de tête poli. Elle croisa les épouses des membres du conseil d'administration qui lui firent la bise. La bise. Elle croisa le maire et sa femme, le gouverneur et sa petite amie, un sénateur dont elle ne se souvenait plus du nom. Aucun d'entre eux ne la voyait vraiment. Elle n'était que la femme de Preston, la femme enceinte de Preston, un accessoire dans la mise en scène élaborée de sa vie parfaite. Elle trouva Rachel près du bar. Rachel Whitmore, sa meilleure amie depuis l'université, la seule personne présente à ce gala qui se souciait vraiment d'elle. Rachel sirotait un whisky. Ses cheveux roux étaient tirés en arrière en une élégante torsade. Sa robe verte était empruntée à la garde-robe de Caroline. Elle leva les yeux lorsque Caroline s'approcha. « Carrie, on dirait que tu as vu un fantôme, » dit Rachel en plissant les yeux. « Que s'est-il passé ? Je dois partir. Que s'est-il passé ? Je dois partir tout de suite. »« Tout de suite, Rachel !» Rachel ne discuta pas. Elle ne posa pas de questions. Elle sortit simplement son téléphone et envoya un SMS à Marcus, leur chauffeur. La voiture serait là dans 3 minutes. Caroline se dirigea vers la sortie. La salle de bal semblait s'étendre à l'infini. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher dans l'eau, dans la boue, dans les décombres de tout ce qu'elle croyait être sa vie. Elle devait passer devant Preston pour atteindre la porte. Il était toujours avec Viven, toujours en train de rire, toujours en train de la toucher. Sa main s'était maintenant déplacée vers le bas de son dos. Possessif comme il touchait Caroline avant qu'elle ne devienne invisible à ses yeux. Caroline passa à côté de lui, assez près pour sentir son eau de Cologne, assez près pour voir la tache de vin sur son col, assez près pour entendre Viven dire « tu exagères ». Il ne leva pas les yeux. Il ne remarqua pas sa femme enceinte qui passait à 1 mètre de lui. Il ne la vit pas du tout. « Mon Dieu, j'ai été tellement stupide », pensa Caroline. Tous les signes étaient là. Les nuits tardives, le téléphone verrouillé, la façon dont il avait cessé de me toucher au lit. J'ai tout vu et j'ai choisi de ne rien voir. Elle atteignit la porte. Le serveur inexpérimenté l'ouvrit en s'inclinant. L'air froid de novembre s'engouffra dans la pièce. Elle eut l'impression de se réveiller d'un cauchemar. Sur le seuil, elle se retourna. Un dernier regard sur la salle de bal scintillante, sur les lustres en cristal, sur les nappes en soie, sur son mari chuchotant des secrets à une autre femme. Preston rit à nouveau, son vrai rire, celui que Caroline pensait lui appartenir, celui dont elle réalisait qu'il ne lui avait jamais appartenu. La porte se referma derrière elle sans un bruit. Marcus attendait avec la voiture. Il ouvrit la porte arrière. Son visage était impassible, comme le veut son métier,
mais ses yeux étaient bienveillants. Madame Ashworth, où allez-vous? Caroline hésita. Elle pouvait rentrer chez elle, dans l'appartement terrasse de Central Park West, dans la chambre qu'elle partageait avec un homme qui ne la voyait pas, dans la chambre d'enfant qu'elle avait décorée seule parce que Preston était toujours trop occupé. Non, pas ce soir, plus jamais. Chez ma mère, répondit-elle. Marcus cligna des yeux. C'est à 3 heures au nord, madame, je sais. Elle se glissa sur la banquette arrière. Le cuir était froid contre ses épaules nues. C'est Manwespava. Elle ferma la porte elle-même. Marcus prit le volant sans un mot. La voiture quitta le Metropolitan Club. Les lumières du gala s'estompèrent dans le rétroviseur. Le son du quatuor à cordes disparut. Le champagne, les rires et les mensonges s'évanouirent. Caroline posa ses 2 mains sur son ventre. Le bébé était immobile, silencieux dans l'attente. « Je suis désolée, murmura-t-elle à sa fille. « Je suis tellement désolée que tu doives ressentir cela. » Mais Caroline Ashworth ne rentrait pas chez elle. Elle n'allait pas pleurer jusqu'à s'endormir et se réveiller en faisant semblant. Elle n'allait plus sourire, faire des signes de la main et être la parfaite épouse Ashworth. Elle partait en guerre. L'autoroute s'étendait, sombre et vide, devant elle. Caroline regarda les lumières de la ville s'estomper à travers la vitre. New York laissa place à la banlieue. La banlieue laissa place aux terres agricoles. Les terres agricoles laissèrent place aux collines vallonnées du nord de l'État. Son téléphone vibra. Le nom de Preston s'afficha à l'écran. Elle ne répondit pas. Il vibra encore et encore. Marcus l'observait dans le rétroviseur. Il ne disait rien. Les bons conducteurs savaient quand se faire discret. Le téléphone cessa de vibrer. Une notification de message vocal apparut, puis un SMS. « Preston, où es-tu? Maman dit que tu es parti tôt. » Elle fixa le message. Ses doigts survolèrent le clavier. Elle tapa une réponse. La supprima, tapa à nouveau, supprima à nouveau. Que pouvait-elle dire? Je t'ai vu avec elle. J'ai vu ta main sur son corps. J'ai vu la façon dont tu la regardais, la façon dont tu me regardais avant. Elle verrouilla le téléphone, le laissant dans l'incertitude. La voiture passa devant l'hôpital où elle avait passé sa première échographie. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Preston était là. Il lui avait tenu la main. Il avait pleuré lorsque le médecin leur avait montré les battements du cœur. « Minceau baissé. Istassa, nous allons former une famille, » avait-il dit. Sa voix s'était brisée sous le coup de l'émotion. Une vraie famille, pas comme la mienne. C'était il y a 5 mois. Avant les nuits tardives au bureau, avant le téléphone verrouillé, avant que Vivian Marlowe ne rejoigne Ashworth Industries, en tant que directrice des projets spéciaux, Caroline avait fait des recherches sur elle sur Google. 29 ans, MBA de Stanford, aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune empreinte numérique, comme si elle avait été effacée. À l'époque, Caroline avait trouvé cela étrange, professionnel, peut-être privé. Maintenant, elle comprenait. On ne laisse pas de traces quand on couche avec un homme marié. Quand on porte son secret, sa main sur son ventre, ce geste de possession, d'intimité, d'avenir. Oh mon Dieu, elle est enceinte, elle aussi. Cette prise de conscience frappa Caroline comme une vague. Son corps se refroidit. Ses mains se mirent à trembler. Le bébé donna des coups frénétiques, réagissant à la montée d'adrénaline. « Madame !» La voix de Marcus était douce. « Vous voulez que je m'arrête? Non ?» Le mot sortit étranglé. « Continuez à conduire. » Elle se força à respirer. Inspirer par le nez, expirer par la bouche, comme le lui avait enseigné l'instructrice du cours d'accouchement, le cours qu'elle avait suivi seule, parce que Preston avait une réunion. Un autre SMS arriva. « Preston, tu te sens bien? Tu aurais dû me dire si tu ne te sentais pas bien. Quel culot absolu. » Il ne l'avait pas regardée de toute la soirée. Il n'avait pas dansé avec elle. Il ne l'avait pas présentée au nouveau donateur. Il n'avait rien fait de ce qu'un mari devrait faire. Et maintenant, il faisait semblant de s'inquiéter.
Elle repensa à la nuit où elle était restée éveillée, attendant qu'il rentre à la maison, tendant l'oreille pour entendre sa clé dans la serrure, sentant le parfum différent sur son col et se disant que ce n'était rien, se disant qu'elle était paranoïaque, se disant que les femmes enceintes étaient hormonales et irrationnelles et qu'elle devrait simplement être reconnaissante pour tout ce qu'il lui offrait. Le contrat de mariage. Elle l'avait trouvé 3 semaines plus tôt dans son bureau, caché dans un tiroir fermé à clé. Il lui avait dit qu'il avait perdu la clé, mais Preston ne perdait jamais rien. Il ne voulait simplement pas qu'elle y ait accès. Elle avait crocheté la serrure, une technique que sa mère lui avait apprise lorsqu'elle était adolescente et dont elle n'aurait jamais pensé avoir besoin. Le contrat prénuptial comptait 47 pages, remplies de jargon juridique, de clauses et de conditions. Mais une section avait retenu son attention. L'article 12, la clause d'infidélité. En cas d'infidélité conjugale avérée de l'une ou l'autre des parties, la partie lésée recevrait 60% de tous les biens acquis pendant le mariage, remplaçant tous les autres arrangements de répartition décrits dans cet accord. Preston lui avait dit que le contrat prénuptial était standard. Il lui avait dit que ce n'était qu'une formalité. Il lui avait dit que ses avocats avaient insisté pour qu'il soit inclus et que cela n'aurait aucune importance, car il ne la trahirait jamais. Elle l'avait cru. Elle avait signé sans lire. Elle avait fait confiance à l'homme qui lui murmurait des promesses à l'oreille et glissait un diamant de 5 carats à son doigt. J'ai été tellement stupide, tellement désespéré d'être aimé, que j'ai ignoré tout ce qui me criait de fuir. Caroline ouvrit un dossier sur son téléphone. Il était intitulé « Assurance ». À l'intérieur se trouvaient des trous des fichiers qu'elle avait collectés pendant des mois, des captures d'écran de frais suspects sur le relevé de carte de crédit, des photos de reçus de restaurants où elle n'était jamais allée, des relevés de frais d'hôtel dans la ville où il vivait. Elle n'avait pas pleuré pendant 3 mois. Elle avait monté un dossier. Après avoir trouvé le contrat de mariage, elle avait appelé Theodore Callahan, Teddy, son parrain, l'avocat qui s'était occupé de la succession de son père, l'homme qui avait rédigé les documents fiduciaires de Preston avant même que Caroline ne le rencontre. Elle lui avait posé des questions hypothétiques sur les contrats de mariage, sur les clauses d'infidélité, sur ce qui se passerait si une femme découvrait que son mari milliardaire la trompait. Les réponses hypothétiques de Teddy avaient été très précises. Un autre SMS de Preston. « Preston, je commence à m'inquiéter. Appelle-moi s'il te plaît. » Elle avait tapé une réponse, et cette fois, elle l'avait envoyée. « Caroline, je vais bien, je suis juste fatigué. Je suis sorti prendre l'air. » Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas tout à fait la vérité. C'était une ambiguïté soigneusement construite. Sa réponse était arrivée immédiatement. « Preston, reviens. Nous devons présenter ensemble le chèque de la fondation, bien sûr, la séance photo, le front uni, le couple parfait faisant un don de 5 millions de dollars à des hôpitaux pour enfants, alors que l'un d'eux volait secrètement la fondation qu'il prétendait en soutenir. Car c'était l'autre chose que Caroline avait découverte, celle qui faisait passer l'infidélité pour un désagrément mineur. La fondation Ashworth n'était pas seulement le véhicule de relations publiques de Preston. C'était une opération de blanchiment d'argent. Les dons affluaient. Une fraction allait à des œuvres caritatives réelles. Le reste disparaissait dans des comptes offshore aux îles Caïmans. Teddy l'avait aidé à comprendre les documents. Rachel l'avait aidé à vérifier les transactions. Sa mère, Margaret Brennan, comptable judiciaire à la retraite, l'avait aidé à retracer l'argent. Ils l'avaient tous observé, tous attendu, tous protégés d'une manière qu'elle n'avait pas comprise jusqu'à présent. « Caroline, je suis déjà partie. Je suis désolé. Je ne me sentais pas bien. » Elle éteignit son téléphone, laissa l'écran s'assombrir, laissa la connexion avec son ancienne vie se rompre complètement. La voiture traversa une petite ville, une station-service, un restaurant avec une enseigne au néon, une église avec un clocher blanc illuminé par un projecteur. Des endroits normaux, des vies normales.
Des gens qui ne savaient pas que le monde de Caroline Ashworth venait de s'effondrer, ou peut-être de commencer, car l'épreuve contre Preston Ashworth ne suffisait pas seulement à obtenir le divorce. Elle suffisait à le détruire, à lui prendre son entreprise, sa réputation, sa liberté. L'épreuve contre Preston Ashworth allait détruire plus qu'un mariage. Elles allaient renverser un empire. Caroline appuya sa tête contre la vitre froide. Le bébé se calma. Les tremblements cessèrent. Les larmes ne vinrent pas. Elle avait assez pleuré pour cet homme. Elle s'était assez donnée à quelqu'un qui la considérait comme un accessoire, une poulinière, un réceptacle pratique pour son héritage. Plus jamais. Encore 2 heures avant d'arriver chez sa mère. Encore 2 heures pour planifier la destruction de Preston Ashworth Treaty. Caroline ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour se préparer. La lumière du porche était allumée. Elle l'était toujours lorsque Margaret Brennan attendait sa fille. La ferme était exactement comme Caroline s'en souvenait. Des planches blanches, des volets verts. Les mêmes carillons éoliens que son père avait accrochés il y a 30 ans, chantant doucement dans le vent de novembre. Chez elle. Sa vraie maison. Pas le penthouse stérile avec ses meubles design et ses pièces vides. Marcus gara la voiture dans l'allée de gravier. Les pneus crissèrent. Le moteur s'éteignit. Silence. « Vous voulez que j'attende, madame ?» demanda-t-il. « Non, merci Marcus. Je t'appellerai quand j'aurai besoin que tu me ramènes, si jamais je reviens. » Elle ne dit pas cette dernière partie à voix haute. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'atteigne les marches. Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte, âgée de 60 ans, les cheveux argentés, tirés en arrière, en une tresse pratique, vêtue d'une robe de chambre en flanelle, par-dessus un pyjama en coton. Ses lunettes de lecture étaient relevées sur son front. « Tu en as mis du temps, » dit Maggie. « Pas une question, pas une salutation, juste une constatation. »« Matasfaiko. » Caroline monta les marches du porche. Ses chevilles étaient enflées, son dos lui faisait mal. Le bébé était descendu plus bas au cours de la semaine précédente, rendant chaque mouvement inconfortable. Elle rejoignit sa mère. Les larmes qu'elle avait retenues lors du gala finirent par couler. Dans la voiture, pendant des mois et des mois, elle avait fait semblant que tout allait bien. Maggie la prit dans ses bras, la serra contre elle, sans rien dire, tandis que sa fille sanglotait contre son épaule. Les carillons éoliens chantaient. Un hibou ulula depuis le vieux chêne. La nuit les enveloppait comme une couverture. « Entre, » dit enfin Maggie. « Je vais faire du thé. » La cuisine était chaude. Le vieux poêle à bois crépitait dans un coin. Des casseroles en cuivre étaient suspendues au plafond. Les mêmes casseroles que la grand-mère de Caroline avait utilisées, les mêmes que sa mère lui avait appris à utiliser pour cuisiner. Maggie suivit sa routine habituelle. Elle mit la bouilloire sur le poêle, prit la camomille dans la boîte sur le comptoir, le miel dans le pot en forme d'ours. Elle prit 2 tasses dans le placard, les bleues avec les anses ébréchées, qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à jeter. Caroline s'assit à la table de la cuisine, la même table où elle avait fait ses devoirs, pris son petit déjeuner, raconté à sa mère son premier baiser, son premier chagrin d'amour, ses fiançailles avec Preston Ashworth. Maggie n'avait pas été ravie de ses fiançailles. Elle avait posé des questions auxquelles Caroline ne voulait pas répondre. « Le connais-tu vraiment bien? As-tu rencontré sa famille? Que te dit ton instinct ?» L'instinct de Caroline lui avait dit de fuir. Elle l'avait ignoré. Elle était tellement amoureuse, tellement éblouie par l'attention d'un beau milliardaire qui la faisait se sentir spéciale. « J'aurais dû écouter, pensa-t-elle, maman, mon instinct, la voix dans ma tête qui savait que quelque chose n'allait pas depuis le début. » La bouilloire siffla. Maggie versa le thé infusé. Aucune des deux ne parlait. 4 minutes de silence. L'horloge murale faisait tic-tac, le feu crépitait. Le thé noircissait dans les tasses. Maggie fit glisser une tasse sur la table. Caroline l'enveloppa de ses mains. Elle laissa la chaleur imprégner ses doigts froids. « Froche, maman. » Sa voix était rauque à cause des pleurs. « J'ai quelque chose à te dire. Je le sais déjà, ma chérie.
Caroline leva les yeux. « Tu sais quoi ?» Maggie tendit la main sous la table et en sortit un dossier épais, rempli de documents. Elle le posa entre elles avec un bruit sourd. « Je n'ai pas passé 32 ans comme experte comptable judiciaire pour ne pas repérer les signes d'une fraude financière. Ton mari falsifie les comptes depuis avant votre mariage. » Caroline fixa le dossier. « Tu savais, depuis le début. »« Tu le savais ?» ?»« Je m'en doutais. Puis j'ai enquêté. Puis j'ai eu la confirmation. » Maggie ouvrit le dossier. Feuilles de calcul, relevés bancaires, documents administratifs. La fondation Ashworth a transféré 14 millions de dollars vers des comptes offshore au cours des 3 dernières années seulement. Le gala de charité auquel tu viens d'assister. 70% des dons de ce soir finiront dans une société écran à Grand Cayman d'ici la semaine prochaine. Les chiffres tourbillonnaient devant les yeux de Caroline. Elle était au courant de la fraude, elle l'avait découverte par elle-même. Mais voir les documents méticuleusement rassemblés par sa mère rendait la chose plus réelle que ses propres soupçons. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-elle. « Parce que tu devais le voir par toi-même. » La voix de Maggie était douce mais ferme. « Sinon tu ne l'aurais jamais cru, sinon tu l'aurais défendu. Dis-moi que j'avais tort. Dis-moi que j'étais simplement trop protectrice. » Caroline ne pouvait pas contester, elle l'aurait fait. Elle avait défendu Preston auprès de tous ceux qui le remettaient en question, auprès de ses amis qui remarquaient ses absences, auprès de ses collègues qui entendaient sans des rumeurs, auprès de son propre reflet dans le miroir. « Il y a plus, » dit Maggie. Elle passa à une nouvelle section du dossier. Des photos. Une femme montant dans une voiture, un homme ouvrant une porte, un enfant jouant dans un jardin. Vivian Marlowe n'est pas seulement sa maîtresse. Le cœur de Caroline s'arrêta de battre. Que voulez-vous dire? Elle est à son service depuis 3 ans. 2 ans avant même que vous ne le rencontriez. Et elle a un fils de 2 ans. Maggie fit une pause. Laissez les mots faire leur effet. Un fils que Preston rend visite un week-end sur 2 quand il vous dit qu'il va jouer au golf. La cuisine bascula. La tasse de thé glissa des doigts de Caroline. La camomille se répandit sur la table. Elle ne s'en rendit presque pas compte. Un enfant. Preston avait un enfant. Une autre famille. Une vie secrète parallèle à celle qu'il avait construite avec elle. Non. Le mot sortit automatiquement. Le déni comme réflexe. Non, ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Il y a des preuves ADN. La voix de Maggie était calme, clinique, comme lorsqu'elle présentait des affaires de fraude au tribunal. J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois. Il a prélevé des échantillons et les a fait analyser. Le garçon est le fils de Preston. Caroline crut qu'elle allait vomir. Elle pressa ses mains contre son ventre, contre le bébé qu'elle pensait être le premier enfant de Preston, son souffle, son nouveau départ. Elle était son 2e enfant. Au moins son 2e. Combien y en avait-il d'autres? Combien de familles Preston Ashworth avait-il disséminées à travers le pays? Il s'appelle William, dit Maggie doucement. Le garçon a eu 2 ans en septembre. Preston lui a acheté une voiture électrique miniature. Il a passé toute la journée dans l'appartement de Viven à jouer avec lui. Septembre. Caroline était enceinte de 6 mois en septembre. Preston lui avait dit qu'il était à une conférence à Chicago. Elle l'avait cru. Elle l'avait toujours cru. Le plus difficile, c'est d'admettre que je savais depuis le début. Une partie de moi l'a toujours su. « Que dois-je faire ?» demanda Caroline. Sa voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Cela dépend de ce que tu veux, » répondit Maggie en fermant le dossier. « Tu peux y retourner, faire comme si tu n'avais rien vu, avoir ton bébé, être Madame Preston, Preston Ashworth, jusqu'à ce qu'il décide de t'échanger contre un modèle plus jeune. Ou tu peux te battre, tu peux utiliser tout ce qui se trouve dans ce dossier et tout ce qui se trouve dans le tien pour le détruire. Prends son argent, prends son entreprise, prends sa liberté. » Caroline fixa sa mère du regard, la femme qui l'avait élevée seule après la mort de son père, qui avait travaillé 70 heures par semaine pour payer ses études dans une école privée, qui lui avait appris à crocheter des serrures et à lire des états financiers,
et à ne jamais faire confiance à un homme qui ne lui montrerait pas ses déclarations d'impôts. Il y a autre chose, dit Caroline. J'ai découvert quelque chose que tu ignores peut-être à propos de la clause fiduciaire. Tu es au courant, toi aussi. Teddy m'a appelé il y a 3 semaines après que tu lui aies posé ces questions hypothétiques. Maggie faillit sourire. La clause morale dans le trust familial. Tout héritier Ashworth qui entache le nom de la famille de scandale perd son héritage. Le père de Preston l'a ajouté il y a 20 ans dans le but de contrôler le comportement débridé de son fils à l'université. Preston n'est pas au courant. Non, Dominique ne lui en a jamais parlé. Il pensait que la menace seule suffirait à le maintenir dans le droit chemin. Maggie secoua la tête. Il avait sous-estimé la stupidité de son fils. Le bébé de Caroline n'était pas le premier enfant de Preston, ce n'était même pas son deuxième. Et au matin, Preston Ashworth ne perdrait pas seulement sa femme, il perdrait tout. L'horloge de son grand-père sonna 3 heures. Caroline était réveillée depuis 21 heures. Son corps réclamait du sommeil. Son esprit refusait de s'arrêter. La table de la cuisine était devenue une salle de bal de guerre. Des documents recouvraient toute la surface. Les ordinateurs portables brillaient dans la pénombre. Les tasses à café s'accumulaient comme des soldats tombés en au combat. Rachel était arrivée à 2 heures du matin. Elle avait quitté le gala tôt, prétextant d'un mal de tête. Elle avait roulé tout droit jusqu'à l'État avec son ordinateur portable et 6 mois de ses propres recherches. J'ai enquêté sur Ashworth Industries pour mon article, admit Rachel. Sa voix était tendue par la culpabilité. C'est ma 6 mois. J'allais te le dire, Carrie. J'attendais d'avoir tout réuni. Tout le monde me protégeait. Patba, top mencio. La voix de Caroline était plate, creuse. Tout le monde sauf mon mari. Rachel étala ses propres documents sur la table. Des documents financiers, des impressions d'emails, des transcriptions d'entretiens avec d'anciens employés qui avaient été payés pour signer des accords de confidentialité. La fraude va bien au-delà de la fondation. Rachel déclara « Ashworth Industries saigne ses investisseurs depuis des années. Preston a succédé à son père il y a 5 ans. Depuis, la société a détourné au moins 23 millions de dollars. La plupart de cette somme a été versée sur des comptes personnels. Une partie est allée à Viven. Une autre partie a servi à couvrir des détournements antérieurs. Caroline parcourut les documents, des noms qu'elle ne reconnaissait pas, des chiffres qui lui donnaient le vertige, un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore s'étendant sur 3 continents. « Ah, comment personne n'a rien remarqué ?» demanda-t-elle. « Des gens l'ont remarqué, » répondit Rachel en montrant une liste de noms. Ce sont des employés qui ont fait part de leurs inquiétudes. Tous ont été licenciés dans les 6 mois. La plupart ont signé des accords de confidentialité avec des indemnités de départ. Quelques-uns ont essayé de s'adresser aux autorités. Leurs plaintes ont disparu. Disparu. Comment? Les Ashworth ont des relations. Dominique était un donateur important de 3 procureurs généraux. Preston a perpétué la tradition. Rachel avait l'air sombre. Quand on a assez d'argent, on peut faire disparaître les problèmes. Je méritais mieux que ça. Je mérite la vérité. La validation murmura spontanément dans l'esprit de Caroline. Elle s'y accrocha, l'utilisa pour se protéger contre les vagues de choc et de trahison. Maggie revint de son bureau à domicile avec une autre pile de papier. J'ai trouvé les documents de garde. Quels documents de garde? Demanda Caroline. Ceux que les avocats de Preston ont rédigés. Le visage de Maggie était dur. Il prévoyait de divorcer après la naissance du bébé. Demander la garde exclusive, prétendre que tu étais mentalement instable. La pièce devint silencieuse. Même Rachel, qui avait découvert une fraude d'entreprise valant des millions, avait l'air choquée. « Il allait prendre mon bébé », murmura Caroline. « Il allait essayer. » Maggie fit glisser les documents sur la table. Ses avocats ont rassemblé des preuves. Ton anxiété pendant la grossesse.
La fois où tu as appelé le médecin parce que tu t'inquiétais de la diminution des mouvements du fœtus. L'ordonnance de somnifère que tu as obtenue il y a 3 mois. Caroline se souvenait de cette ordonnance. Elle faisait des cauchemars. Elle se réveillait à 4 heures du matin, le cœur battant à tout rompre. Preston lui avait suggéré de consulter quelqu'un. Il lui avait recommandé un de ses amis psychiatres qui transmettait probablement des informations à ses avocats. Tout était planifié, dit-elle. Depuis le début, il n'a jamais voulu fonder une famille avec moi. Il voulait juste un héritier avec le bon pédigree. Quelqu'un issu d'une bonne famille qui ferait bonne figure sur les photos et qui n'aurait pas les moyens de se battre contre lui. Rachel a ajouté « Ta mère est à l'aise financièrement, mais elle n'est pas aussi riche que les Ashworth. » Preston a probablement pensé que tu accepterais le règlement qu'il te proposerait et que tu disparaîtrais discrètement. Il s'est trompé. Caroline a sorti son téléphone, a ouvert le dossier de l'assurance et a fait défiler des mois de documentation. J'ai des enregistrements où il ment sur l'endroit où il se trouvait. J'ai des relevés de cartes de crédit qui montrent des chambres d'hôtel et des achats de bijoux qui ne m'ont jamais été livrés. J'ai des photos de lui avec Vivienne dans des restaurants où il m'avait dit qu'il rencontrait des clients. Elle regarda sa mère et sa meilleure amie, les 2 femmes qui avaient cru en elle alors qu'elle avait cessé de croire en elle-même. À nous 3, nous avons suffisamment de preuves pour le détruire. La question est de savoir jusqu'où nous voulons creuser la tombe. L'horloge sonna 3h30. Le feu avait faibli dans le poêle à bois. Dehors, les premières lueurs grises apparaissaient à l'horizon. Le téléphone de Caroline vibra. Elle l'avait rallumé une heure plus tôt. Les notifications étaient incessantes. 16 appels manqués de Preston, 12 messages vocaux, 27 SMS qui passaient de l'inquiétude à l'agacement, puis à des menaces directes. « Écoute les messages vocaux, » dit Rachel. « Nous devons documenter son état d'esprit. » Caroline mit le téléphone en mode haut-parleur. Le premier message fut diffusé. « Caroline, où es-tu ? Maman dit que tu es partie sans dire au revoir. Rappelle-moi. » Assez normal, agacé, mais maîtrisé. Le deuxième message. « Je n'apprécie pas d'être embarrassé comme ça. La présentation de la fondation était importante. Ton absence a été remarquée. L'irritation transparaît. Il maintient toujours les apparences. » Le 5e message. « C'est ridicule. Tu réagis encore de manière excessive. Quoi que tu penses avoir. Avoir te pervu, tu te trompes. » Méprisant, minimisant, le ton qu'il utilisait toujours lorsqu'elle le questionnait. Le 8e message. « Si tu ne me rappelles pas, je supposerai que tu fais une nouvelle crise. Souviens-toi de ce que le docteur Reynolds a dit et de la gestion de ton anxiété. » Manipulation mentale. Semer les graines du récit de l'instabilité. Le 12e message. « J'appelle le docteur Pennington. Il est clair que les hormones de grossesse affectent ton jugement. Tu dois rentrer à la maison maintenant. » Manipulation totale, utilisant son propre médecin contre elle. Rachel a tout enregistré sur son téléphone. Il prépare déjà le terrain. Si l'affaire passe devant les tribunaux, il prétendra qu'elle était instable depuis le début. Alors nous veillerons à ce qu'elle ne passe jamais devant les tribunaux. La voix de Maggie était calme. Nous veillerons à ce qu'il n'ait plus aucun moyen de se défendre. Caroline fixait son téléphone, l'homme qu'elle avait épousé, le père de son enfant, le monstre avec lequel elle partageait son lit depuis 4 ans. « Et appelle Teddy, dit-elle. Dis-lui que c'est l'heure. » Mais l'appel fut bref. Theodore Callahan répondit dès la première sonnerie, malgré l'heure tardive, comme s'il attendait. « Et allez, je m'y attillais, il tendait pas ici, dit-il. Votre contrat prénuptial comporte une clause d'infidélité. Avec les preuves que vous avez réunies, vous avez droit à 60% de tous les biens acquis pendant le mariage. Dans la fiducie, demanda Caroline, la clause morale est inébranlable. Dominique a insisté pour qu'elle soit incluse. Tout scandale avéré prive l'héritier de son héritage. Tout, la fortune familiale, les actions de la société, les biens immobiliers, tout revient à une fiducie caritative.
Preston est-il au courant? Il n'en a aucune idée. Son père a gardé le secret. Il pensait que la menace suffirait sans avoir à l'utiliser. Caroline regarda les documents étalés sur la table. Les preuves de fraude, les preuves d'infidélité, les traces écrites d'un homme qui avait bâti toute sa vie sur des mensonges. Une dernière question, Teddy. Qu'adviendra-t-il de la fondation Ashworth si nous révélons le détournement de fonds? Les actifs légitimes seraient gelés pendant l'enquête. Les fonds restants seraient probablement redistribués à de véritables organisations caritatives. Teddy marqua une pause. Ou il pourrait être placé sous une nouvelle direction. Quelqu'un qui veillerait à ce que l'argent aille là où il est censé aller. Quelqu'un comme moi. Si vous le souhaitiez, vous auriez le statut de partie lésée et votre expérience dans l'administration d'organisations à but non lucratif vous rendrait certainement apte à cette tâche. Caroline avait travaillé pour une association caritative dédiée à l'alphabétisation des enfants avant de rencontrer Preston. Il l'avait convaincue de démissionner, lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de travailler, qu'il s'occuperait de tout, une autre forme de contrôle qu'elle avait confondue avec de l'amour. « Rédiger les documents, dit-elle, tout. La demande de divorce, la plainte auprès de la Sécu, la notification aux administrateurs du trust familial. Je veux que tout soit prêt demain matin. Considérez que c'est fait. » Elle raccrocha. La cuisine était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et du crépitement du feu. Demain matin, Caroline ne se contenterait pas de divorcer de Preston. Elle l'effacerait complètement de la dynastie Ashworth. Le ciel passa du noir au gris, puis au rose. L'aube approchait. La nuit la plus longue de la vie de Caroline touchait à sa fin. Son téléphone sonna. Le nom de Preston s'afficha à l'écran. Elle attendait cet appel depuis des heures. Elle s'y était préparée. Elle le redoutait. « Réponds, » dit Rachel. « Nous devons connaître sa prochaine initiative. » Caroline prit une inspiration, s'observera. Elle répondit. « Où diable es-tu » La voix de Preston était tranchante, sèche. Le ton qu'il utilisait avec les employés qui le décevaient, le ton qu'il avait commencé à utiliser avec elle. « Je suis en sécurité, dit Caroline. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ma mère est humiliée. Tu es parti sans dire au revoir à personne. Les gens parlent. Laisse-les parler. » Silence. Elle pouvait l'entendre respirer, réfléchir, recalculer. « Caroline, dit-il d'une voix plus basse. Contrôlée. Dangereuse. Rentre à la maison maintenant. Non, excuse-moi. » Ce simple mot resta suspendu dans l'air. Caroline n'avait jamais dit non à Preston. Pas vraiment. Elle avait exprimé son désaccord, négocié, fait des compromis, mais elle n'avait jamais simplement refusé. « J'ai dit non, Preston. Pour la première fois depuis notre mariage, je dis non, et je ne reviendrai pas. » Elle entendit quelque chose se briser à son bout du fil. Un verre peut-être, ou un vase. Preston avait mauvais caractère. Il le contrôlait en public. En privé, les objets en faisaient les frais. « Tu penses pouvoir me quitter ?» Il rit. Le son était désagréable. « Tu n'as rien. Tu as signé un contrat prénuptial. Tu n'auras rien. Tu te retrouveras à la rue avec un nouveau-né et nulle part où aller. » J'ai lu le contrat prénuptial, Preston, dans son intégralité, y compris la clause d'infidélité dont tu m'avais dit qu'elle n'avait pas d'importance parce que tu ne me tromperais jamais. Silence. J'ai également lu la clause de moralité dans le trust familial, celle que ton père a ajoutée, celle dont tu n'as pas connaissance. Le silence se prolongea cette fois-ci. Elle pouvait presque l'entendre réfléchir, s'agiter, essayer de comprendre ce qu'elle savait. « Au fait, » continua Caroline, « comment va ton autre fils? Il doit avoir presque 3 ans maintenant. William Wright, celui que tu vas voir un week-end sur 2 quand tu me dis que tu vas jouer au golf. » C'est un homme. Le téléphone se tut. Caroline fixa l'écran. Ses mains tremblaient. Son cœur battait à tout rompre, mais elle souriait. Elle avait tiré la première salve. Preston avait jusqu'au lever du soleil pour se rendre. Il ne le ferait pas. Les 2 heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. Teddy envoya des documents par email. Rachel mit en forme son article.
Maggie vérifia les preuves financières. Caroline examina tout, signa ce qui devait être signé, autorisa ce qui devait être autorisé. À 6 heures du matin, elle demanda le divorce. Les papiers atterrirent électroniquement sur le bureau de l'avocat de Preston, sur le bureau de l'administrateur du trust familial, sur la ligne d'appel anonyme de la SEC. À 6h30, son téléphone se remit à vibrer. Ce n'était pas Preston cette fois, mais son père. La voix de Dominic Ashworth était glaciale. « Que croyez-vous faire ? » ?»« Bonjour Dominic. Je suppose que Preston vous a parlé de notre conversation. Vous commettez une terrible erreur. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Une famille qui a bâti sa fortune sur la fraude. Un mari qui n'a pas entretenu une famille secrète tout en jouant le rôle du conjoint dévoué. Un patriarche qui se soucie plus de sa réputation que de la vérité. Vous allez le regretter. Je vais m'assurer que vous allez vous assurer que je quoi ? Que je vous poursuive en justice, que je vous menace, que je vous fasse déclarer inapte. La voix de Caroline était ferme et forte. J'ai des preuves de tous les crimes que votre famille a commis au cours de la dernière décennie. Des documents financiers, des enregistrements audio, des témoignages. Si quelque chose arrive à moi ou à mon enfant, tout sera rendu public. Tous les journaux, toutes les chaînes de télévision, toutes les agences de régulation. Silence. Votre fils ne perd pas seulement une femme, Dominique. Il perd son héritage, son entreprise, sa liberté. La seule question est de savoir si vous voulez couler avec lui. Pexé. Ça, ah. Elle raccrocha avant qu'il n'ait le temps de répondre. Rachel la regarda avec une sorte d'admiration. « Je ne t'ai jamais vu comme ça. Je n'ai jamais été aussi en colère. » Caroline s'assit à la table de la cuisine, soudainement épuisée, soudainement consciente du temps qu'elle avait passé éveillée. Ou peut-être que je l'ai été. Peut-être que j'ai été en colère pendant des années et que je ne me suis pas laissé le ressentir. Maggie apporta du café frais, le posa devant sa fille et lui serra l'épaule. « La colère est une bonne chose, » dit Maggie. « La colère signifie que tu te bats enfin. » Mais même pendant qu'elle le disait, Caroline pouvait sentir la colère changer, se transformer, devenir autre chose. La rage n'était qu'une émotion superficielle. En dessous, il y avait le chagrin, la perte, la mort du futur qu'elle avait imaginé. Elle avait aimé Preston. Malgré tout, malgré tous les signaux d'alarme, les avertissements et les soupçons tardant la nuit, elle avait aimé l'homme qu'elle croyait qu'il était, l'homme qu'il prétendait être. Cet homme n'avait jamais existé. Elle pleurait un fantôme. À 7 heures du matin, un SUV noir s'est garé dans l'allée de Maggie. Caroline observait depuis la fenêtre. 3 hommes en costume sont sortis, des costumes coûteux, du genre de ceux que portaient les avocats de Preston pour intimider. Ils se sont approchés de la maison, ont frappé à la porte, professionnels, élégants, prêts à négocier la reddition d'une épouse difficile. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Caroline ouvrit la porte, enceinte de 8 mois, vêtue d'un vieux sweatshirt universitaire et d'un jean emprunté. Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux étaient rougis par les larmes. Elle ne s'était jamais sentie aussi puissante. Madame Ashworth, l'avocate principale, froide, efficace. « Votre mari demande votre retour immédiat. Il est prêt à pardonner cet épisode malheureux. Pardonnez. » Caroline faillit éclater de rire. « Je n'ai pas besoin de son pardon. Il veut également que vous sachiez que si vous engagez une action en justice, il vous fera déclarer inapte. Les hormones de grossesse, le comportement erratique, le fait de partir au milieu d'un événement sans explication. Il a des témoins qui attesteront de votre instabilité. Alors il devrait savoir que j'ai un expert comptable judiciaire, un journaliste d'investigation et l'avocat de la famille qui a rédigé ces documents fiduciaires. Il devrait également savoir que j'ai déjà déposé une demande. » L'avocat cligna des yeux. « Déposer quoi ? Tout. » Caroline sourit. Les papiers du divorce avec les preuves d'infidélité, une plainte officielle auprès de la SEC concernant la fraude caritative
et un email très détaillé à son père concernant la clause de moralité. Les avocats se regardèrent. Quelque chose passa entre eux, de l'incertitude, de la peur. « Monsieur Ashworth aimerait négocier », dit prudemment l'avocat principal. « Il n'y a rien à négocier, j'ai déjà gagné. » Elle leur claqua la porte au obtenir par la fenêtre, elle les regarda se retirer dans leur SUV, passer des coups d'œil. Da, Fiatawa. Gesticulait frénétiquement. La voiture ne partit pas. Ils attendaient des instructions. Preston avait jusqu'au lever du soleil pour se rendre. Le soleil était levé. La véritable bataille allait maintenant commencer. Les avocats revinrent 3 fois. Chaque offre était plus importante que la précédente. 20 millions, puis 30, puis 50 millions de dollars pour que tout cela disparaisse. Caroline les a toutes refusées. « Tu pourrais prendre l'argent, » dit Rachel. Elles étaient maintenant dans le salon. La cuisine était devenue trop encombrée de documents. 50 millions, c'est suffisant pour recommencer n'importe où. Ce n'est pas une question d'argent. Caroline se tenait à la fenêtre, regardant le SUV, regardant les hommes en costume passer des coups de fil désespérés. « C'est une question de justice. La justice coûte cher, » fit remarquer Maggie. Et elle est épuisante. Et parfois, elle n'aboutit pas. Alors je m'épuiserai à essayer. Le journal télévisé du matin commença. Rachel augmenta le volume. Un journaliste financier discutait de l'activité inhabituelle des actions d'Ashworth Industries. Des sources nous indiquent que les échanges ont été particulièrement volatiles ce matin. Des informations non confirmées font état d'une enquête de la SEC, bien que ni la société ni les régulateurs n'aient publié de communiqué. C'était le début des premières fissures dans l'Empire. Bennett Cross a appelé à 9h30. Le directeur financier d'Ashworth Industries, un homme que Caroline avait rencontré à des dizaines de réceptions organisées par l'entreprise. Calme, nerveux, regardant toujours par-dessus son épaule. Caroline, sa voix était basse, pressante. « Je dois te parler. Comment as-tu eu ce numéro ? Je l'ai depuis 2 ans, depuis la fête de Noël. » Il a marqué une pause. « J'ai essayé de vous avertir à l'époque au sujet des comptes, au sujet de ce que faisait Preston. Vous ne m'avez pas écouté. » Elle se souvenait de cette fête. Elle se souvenait de Bennett qui tournait autour d'elle, engageant des conversations qui ne menaient nulle part. Elle avait pensé qu'il était simplement maladroit. « Je vous écoute maintenant, » dit-elle. « J'ai des documents, tout ce que Preston a essayé d'enterrer, tous les comptes qu'il a essayé de cacher. J'en garde des copies depuis 3 ans. » Diam, sa voix se brisa. Je suis resté parce que je pensais pouvoir régler le problème de l'intérieur. Protéger les employés qui ne savaient pas ce qui se passait. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Pourquoi me dites-vous ce néant ? Me dites-vous cela, mamanko, maintenant ? Parce que vous êtes la seule personne qui puisse réellement l'arrêter. Bennett prit une inspiration et parce que vous avez toujours été gentil avec moi lors de ces fêtes, alors que tout le monde me traitait comme un domestique. Vous m'avez posé des questions sur ma famille, vous vous souveniez du nom de ma fille. Caroline avait oublié ces petites attentions, ces moments d'humanité, et le rôle de Madame Preston Ashworth. « Je témoignerai, » dit Bennett. « Tout ce dont vous avez besoin, je leur dirai tout. »« Merci, Bennett. Merci de vous battre. Quelqu'un devait le faire. » Elle raccrocha. Rachel prenait déjà des notes. « Le directeur financier qui témoigne, c'est énorme, » dit Rachel. « C'est un témoignage d'initié. C'est une preuve que nous ne pouvions obtenir autrement. C'est aussi un homme qui risque tout pour faire ce qui est juste. » Caroline sentit quelque chose changer en elle. Il est resté pendant des années pour essayer d'arranger les choses. Tout comme je suis resté pour essayer de faire fonctionner mon mariage. Nous étions tous les deux prisonniers du même monstre. La sonnette retentit. Caroline se raidit. Encore des avocats, encore des offres, encore des tentatives pour acheter son silence. Mais ce n'étaient pas des avocats qui se trouvaient à la porte. C'était Eleanor Ashworth. La mère de Preston se tenait sous le porche, parfaitement calme. Manteau de créateur, sac Chanel, perles, tout en elle respirait la femme du monde.
Maggie s'avança. « Je ne pense pas que vous soyez la bienvenue ici. Je ne suis pas venu pour causer des problèmes. » La voix d'Eleanor était différente. Plus douce, plus humaine que Caroline ne l'avait jamais entendue. « Je suis venu pour vous aider. » Caroline passa devant sa mère. « Pourquoi m'aideriez-vous » Le masque d'Eleanor se fissura légèrement, juste assez pour laisser apparaître l'épuisement qui se cachait derrière. « Parce que ma petite fille mérite mieux que ce que Preston peut lui offrir. Parce que j'ai passé 40 ans à couvrir les hommes de la famille Ashworth et que je suis fatigué. Parce que je sais où tous les cadavres sont enterrés. Et il est temps que quelqu'un commence à creuser. » Elle tendit une clé USB, petite, argentée, lourde de secrets, relevés bancaires, compte offshore, accords de paiement, tout ce que Dominique a caché pendant des décennies. La main d'Eleanor tremblait. « Je me suis marié dans cette famille à l'âge de 22 ans. Depuis, je suis complice. C'est peut-être ainsi que je vais commencer à me racheter. » Caroline prit la clé USB. « Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a des années? Parce qu'il y a des années, j'avais peur de Dominique, de perdre ma position, de ne plus être rien. » Les yeux d'Eleanor brillaient. « Mais mon petit-fils est sur le point de naître, et je refuse de le laisser grandir dans le même poison qui a détruit mon fils. » C'était la chose la plus honnête que Caroline ait jamais entendu Eleanor dire. « Je ne peux pas te pardonner, » dit Caroline. « Pour toutes ces années où tu savais, pour toutes les fois où tu m'as dit de sourire et de faire semblant. Je ne te demande pas de pardon, je demande la chance de faire une chose bien. » Eleanor se redressa. « Quoi que tu aies besoin, quoi qu'il faille pour détruire cette famille, je t'aiderai, même si cela me détruit aussi. » La sonnette avait cessé de retentir. Le SUV de l'avocat était parti. Le matin était calme, à l'exception du chant des oiseaux et des carillons éoliens. Caroline regarda la clé USB dans sa main et le visage hanté de sa belle-mère, à la vie qu'elle s'apprêtait à détruire. Pas de pitié, pas de capitulation, pas de retour en arrière. « Entre, dit-elle. Nous avons du travail. » Elles travaillèrent jusqu'à midi, puis Eleanor partit. Rachel partit. Même Maggie se retira dans son bureau pour examiner les nouveaux documents. Caroline était seule. Elle monta les escaliers jusqu'à la chambre de son enfance. Le papier peint était toujours rose, comme lorsqu'elle avait 12 ans. Le couvre-lit était toujours la même courte pointe patchwork que sa grand-mère avait confectionnée. La fenêtre donnait toujours sur les mêmes champs qu'elle contemplait lorsqu'elle était adolescente, rêvant de s'échapper. Elle s'était échappée jusqu'à un penthouse à Central Park, jusqu'à une bague en diamant de 5 carats, jusqu'à un mariage bâti sur des mensonges. L'adrénaline avait disparu. La fureur s'était consumée. Il ne restait plus que le chagrin. Caroline s'assit sur le lit trop petit, pressa ses mains contre son ventre et sentit sa fille bouger en elle. « Je l'aimais, » murmura-t-elle dans la pièce vide. « Je l'aimais vraiment. Comment ai-je pu être aussi stupide ?» La crise de larmes arriva. Pas les larmes élégantes des héroïnes de cinéma, mais des sanglots laids qui secouaient tout son corps, de la morve et du sel, et des années de douleur refoulées qui jaillissaient d'un seul coup. Elle pleura pour le mariage qu'elle avait cru réel, pour la lune de miel à Bali où Preston avait semblé si dévoué, pour la nuit où il lui avait demandé sa main sous les étoiles, sur son yacht, lui promettant l'éternité. Elle pleura pour le test de grossesse qu'elle avait fait seule parce qu'il était en voyage, pour les rendez-vous à l'échographie qu'il avait manqués, pour la chambre d'enfant qu'elle avait décorée toute seule pendant qu'il était avec Vivien. Elle pleura pour la femme qu'elle était avant de le rencontrer. Confiante, indépendante, heureuse avec son travail dans une organisation à but non lucratif, son petit appartement et sa vie simple. Cette femme avait disparu. Enterrée sous 4 années de conditionnement par Preston Ashworth, ses préférences, son emploi du temps, ses exigences. À un moment donné, je suis devenu invisible, même à mes propres yeux. Le bébé donnait des coups frénétiques, réagissant à la tempête d'hormones de stress qui envahissait le corps de Caroline. Elle s'efforça de respirer, de se calmer, de se rappeler qu'il y avait une petite personne qui dépendait d'elle pour survivre à tout cela. Maggie apparut dans l'embrasure de la porte. Elle ne dit rien,
s'assit simplement sur le lit et serra sa fille dans ses bras pendant qu'elle pleurait. « J'ai gâché 4 ans de ma vie, tes maman, tu ne les as pas gaspillés. » Maggie lui caressa les cheveux. « Tu les as survécus. Il y a une différence. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. J'aurais dû partir plus tôt. Peut-être. Ou peut-être avais-tu besoin d'atteindre ce moment précis où tu étais assez forte pour riposter. » La voix de Maggie était douce. La Caroline qui l'avait épousée n'aurait pas survécu à cela. Tu avais d'abord besoin de devenir quelqu'un d'autre. Caroline réfléchit à cela, à la femme qui avait signé ce contrat prénuptial sans le lire, qui avait cru à tous les mensonges parce qu'elle voulait tellement qu'ils soient vrais. Cette femme était faible. Cette femme était désespérée d'amour. Cette femme n'était ni l'une ni l'autre. « J'ai peur », admit Caroline, de ce qui allait suivre, d'élever un bébé seul, d'être la femme qui avait détruit l'empire Ashworth. Bien. La peur signifie que tu comprends ce qui est en jeu. Maggie recula, regarda sa fille dans les yeux. « Da posso dans ce lolessi, j'aimerais ce pays. »« Bisaï, mais tu ne seras pas seul. Tu m'as moi, tu as Rachel, tu as Teddy et Bennett, et même Dieu nous aide, Éléanore. Et si j'échoue? Et si tu réussis ?» Caroline n'avait pas de réponse à cela. Elle ne s'était pas autorisée à imaginer le succès. Elle ne s'était pas autorisée à imaginer un avenir au-delà des prochaines heures. « Prends une douche, » dit Maggie. « Mets des vêtements propres, mange quelque chose, puis nous parlerons de la suite. » Elle partit, Caroline resta seule un moment. Elle se ressaisit, se préparant à tout ce que l'après-midi lui réservait. La douche était chaude, presque brûlante. Elle resta sous l'eau jusqu'à ce que sa peau devienne rose, jusqu'à ce que les larmes soient emportées, jusqu'à ce qu'elle se sente propre pour la première fois depuis des années. Elle s'habilla avec des vêtements de son ancien placard, un jean qui lui allait à peine au niveau du ventre, un sweatshirt universitaire trop grand. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne reconnaissait pas la femme qui lui rendait son regard, mais c'était peut-être mieux ainsi. Elle avait passé 4 ans à devenir Caroline Ashworth. Il était temps de se souvenir de qui elle était avant. À 15 heures, la nouvelle était tombée. Quelqu'un avait divulgué des documents à tous les grands médias financiers. La CCIC annonçait l'ouverture d'une enquête officielle sur Ashworth Industries. Le cours de l'action chuta de 15% en 1 heure. Les membres du conseil d'administration démissionnaient, les avocats fuyaient. Caroline regardait depuis le salon de Maggie. Rachel était assise à côté d'elle, son téléphone vibrait sous les messages de son rédacteur en chef. « Je n'ai rien divulgué, dit Rachel. J'allais attendre jusqu'à demain. Donner à Preston le temps d'aggraver sa situation. » Alors qu'il a fait. Un SMS de Teddy répondit à la question. Et Eleanor, elle avait décidé de protéger sa petite fille plutôt que son fils. Caroline fixait son téléphone. Sa belle-mère, la femme qui lui avait dit de sourire et de faire semblant, la femme qui avait préféré les apparences à la vérité pendant 40 ans. Au final, elle avait choisi la famille plutôt que les apparences. La télévision du salon diffusait des images du siège social d'Ashworth Industries. Les journalistes se pressaient à l'extérieur. Les employés sortaient en courant, l'air sous le choc. L'empire s'effondrait en temps réel. Le visage de Preston apparut à l'écran. Des images d'archives de Better Days. Beau, charmant, le fils prodigue d'une famille fortunée. La voix du présentateur racontait la chute. Selon certaines sources, Preston Ashworth pourrait faire l'objet de poursuites pénales pour fraude caritative et détournement de fonds. Sa femme a demandé le divorce ce matin, invoquant l'infidélité et la malversation financière. Sa femme, c'était encore elle, du moins pour quelques jours encore. Le téléphone sonna. C'était encore Preston. Cette fois, elle répondit. « Carrie ?» Sa voix était différente, brisée, dépouillée de son arrogance. « S'il te plaît, je peux tout expliquer. Tu ne peux pas. Les affaires. Mon père, tu ne comprends pas la pression que je subissais. Je comprends que tu avais le choix chaque jour. Et chaque jour, tu as choisi de me mentir. Je t'aime. » Elle faillit rire, faillit pleurer. Ces mots n'avaient aucun sens venant de lui. Il n'en avait jamais eu. « Non, Preston. Tu aimais ce que je représentais. La femme parfaite, la photo de famille parfaite,
l'image dont tu avais besoin pour assurer ta position. Elle garda une voix calme. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne sais même pas qui je suis. Je peux changer. On peut aller voir un conseiller. Recommencer à zéro, c'est trop tard. C'était trop tard dès l'instant où tu as posé ta main sur le ventre de cette femme. Silence. Puis, quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu de la part de Preston Ashworth. Un sanglot. Je t'en prie, je suis en train de tout perdre. Tu m'as déjà perdu il y a des mois. Tu ne l'as simplement pas remarqué. Elle raccrocha. Les informations continuèrent. Plus de révélations, plus d'images, plus d'experts analysant la chute d'une dynastie. À 17 heures, le conseil d'administration d'Ashworth Industries a convoqué une réunion d'urgence. À 18h30, ils ont annoncé la destitution de Preston de son poste de PDG. À 19 heures, Dominic Ashworth a publié une déclaration condamnant les actions de son fils et distanciant le nom de la famille. Du scandale. Le père sacrifie son fils. La trahison ultime. À 20 heures, Teddy est arrivé avec les documents du règlement. Ils offrent tout, a-t-il dit. 60% des biens matrimoniaux conformément au contrat prénuptial, la garde exclusive sans droit de visite jusqu'à l'évaluation psychologique, l'appartement à New York, la maison en Floride, la fondation familiale sous votre contrôle. Caroline a lu les documents. Tout ce qu'elle avait demandé, tout ce pourquoi elle s'était battue. Preston perd son héritage en vertu de la clause de moralité, a poursuivi Teddy. Les administrateurs du trust familial l'ont confirmé cet après-midi. Il est pratiquement sans le sou, à l'exception de ce qu'il a caché à l'étranger et des comptes offshore. Gelé, en attendant l'enquête de la SCC. Il aura de la chance s'il peut se payer un avocat commis d'office. Caroline signa les papiers. Sa main ne tremblait pas. Maggie ouvrit une bouteille de vin. Covinote vin. Ils ne trinquèrent pas, n'en trinquèrent pas. Il n'y avait rien à célébrer, juste une fin, juste la fin d'un chapitre avant qu'un autre ne commence. L'article de Rachel fut publié à 21 heures. L'enquête complète, la famille secrète, la fraude, la manipulation, tout était exposé dans les moindres détails, de manière méticuleuse et dévastatrice. À minuit, Preston Ashworth était détruit. Caroline se tenait à la fenêtre. La nuit était sombre, les étoiles brillaient, les carillons éoliens chantaient leur douce mélodie. Elle avait gagné contre toute attente, contre un empire d'1 milliard de dollars, contre une famille qui achetait le silence et échappait aux conséquences depuis des générations. Elle posa ses 2 mains sur son ventre, sa fille donna un coup de pied. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Il ne peut plus nous faire de mal. » Ah, mais même en disant cela, elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Les batailles juridiques allaient se poursuivre pendant des mois, voire des années. Il y aurait des dépositions, des audiences et des évaluations de garde. Preston se battrait. Son père financerait tous les appels qu'il pourrait intenter. La machine Ashworth continuerait de tourner, même sans son prince héritier. Mais elle avait quelque chose qu'il n'avait pas. Elle avait la vérité. Elle avait des gens qui l'aimaient. Elle avait une fille qui grandirait en sachant que sa mère n'était pas une victime. C'était suffisant. C'était tout. Une semaine plus tard, Caroline était assise dans le bureau du docteur Pennington. Contrôle de routine. Le bébé était en bonne santé, actif, prêt à découvrir le monde. « Vous avez subi un stress important », dit prudemment le docteur Pennington. « Comment allez-vous ? Mieux que je ne le devrais. » Caroline marqua une pause. « Est-ce mal ? Devrais-je être plus bouleversée ? Il n'y a pas de devoir et de chagrin. Chacun réagit différemment. » Le docteur Pennington prit une note dans son dossier. « Mais pour être honnête, vous semblez plus sereine que je ne vous ai vue depuis des mois. » C'était vrai. L'anxiété constante qui avait tourmenté sa grossesse avait disparu. L'insomnie, les pensées qui s'emballaient, le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas sans qu'elle puisse mettre le doigt dessus. Je n'arrêtais pas de penser que c'était les hormones, dit Caroline. L'inquiétude, la peur. Preston
N'arrêtez pas de me dire que c'était les hormones, que j'étais irrationnel. Vous aviez une réaction normale à une situation anormale. Votre corps savait que quelque chose n'allait pas, même si votre esprit refusait de l'accepter. Caroline repensa à toutes ces nuits passées éveillées. Les recherches sur Google à 3 heures du matin, le fait de faire semblant de dormir quand Preston rentrait tard. Son corps lui avait lancé des signaux d'alarme. Elle avait refusé de les écouter. Plus jamais. Elle n'ignorerait plus jamais son instinct. Cet après-midi-là, elle accepta de rencontrer Vivien Marleau. Tout le monde trouvait que c'était une très mauvaise idée. Maggie, Rachel, Teddy, même Eleanor, qui avait des sentiments mitigés à l'égard de la maîtresse de son fils. Mais Caroline avait besoin de comprendre, besoin de voir la femme qui avait partagé les mensonges de son mari. Elles se sont rencontrées dans un café d'une petite ville, en terrain neutre, sans caméra ni témoin. Vivien semblait plus âgé que ses 29 ans, fatigué, hanté. Ses mains tremblaient autour de sa tasse de café. « Je ne savais pas », dit-elle avant que Caroline puisse parler de la fraude, de ses projets pour toi. Je pensais qu'elle s'était arrêtée, puis elle reprit. Je pensais que j'étais l'histoire d'amour. Je pensais que vous étiez l'arrangement. C'est lui qui vous l'a dit. Il m'a dit tout ce que je voulais entendre. Les yeux de la tante de Vivien brillaient, que vous ne l'aimiez pas, que le mariage était pour les apparences, qu'une fois que vous auriez eu le bébé, il partirait et que nous serions enfin une vraie famille. Et votre fils William, les larmes coulaient. Il le voit à peine, il envoie de l'argent, il envoie des jouets, il ne vient pas, il n'est jamais vraiment venu. Caroline observa la femme en face d'elle. Ce n'était pas une méchante, ni une briseuse de ménage, juste une autre victime des manipulations de Preston. Une autre femme qui avait cru à ses mensonges. « Je ne te pardonnerai pas, » dit Caroline. « Je ne peux pas. Tu savais qu'il était marié. Tu as fait des choix. » Vivien acquiesça, acceptant. « Je sais, mais je comprends que tu as aussi été utilisé. Une victime d'un autre genre, mais une victime quand même. » Quelque chose changea dans le visage de Vivien. Du soulagement peut-être, ou simplement la reconnaissance d'une vérité qu'elle avait niée. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Caroline. « Mes parents sont dans l'Oregon. J'emmène William là-bas, pour recommencer à zéro. » Vivien s'essuya les yeux. « Je ne veux rien de lui, ni son argent, ni son soutien. Je veux juste être libre, puis être libre. » Elles ne se sont pas embrassées, n'ont pas échangé leurs numéros, n'ont pas promis de rester en contact. Certaines relations étaient trop douloureuses à entretenir. Mais alors que Caroline rentrait chez sa mère, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Pas du pardon, mais un soulagement. Le lâcher-prise de la colère. Elle avait pris soin de quelqu'un qui ne valait pas la peine d'attendre. L'appartement à New York était en cours de préparation pour son retour. Caroline avait engagé des décorateurs, de vrais décorateurs, pas ceux qu'Eleanor lui avait imposés. Elle choisissait ses propres couleurs, ses propres meubles, sa propre vie. « Es-tu sûre d'être prête ?» demanda Maggie alors qu'elle chargeait la voiture. « Non, mais j'y vais quand même. » Caroline chargea la dernière boîte. « Le bébé arrivera dans 4 semaines. Je dois être à la maison. » Cet appartement n'a jamais été ta maison, ma chérie. Je sais, mais ça le deviendra. Je vais le remplir de mes affaires, de mes souvenirs, de ma vie. Je vais le faire mien. Maggie la serra longuement dans ses bras. Mère et fille, survivantes de guerres différentes. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Je le pense vraiment. De quoi que ce soit. Même s'il est 3 heures du matin et que tu as juste besoin d'entendre ma voix. Je sais, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, pour toujours. Le trajet de retour vers la ville dura 3 heures. Caroline regarda les terres agricoles laisser place à la banlieue, puis au gratte-ciel, empruntant le même itinéraire qu'une semaine auparavant. Tout était différent maintenant. Elle quittait la maison de sa mère comme elle était arrivée, en silence. Mais ce silence était différent. Ce silence était paisible. Et 3 mois plus tard, une femme différente ouvrit la porte de l'appartement de Central Park West. Elle tenait dans ses bras une petite fille, Ruby Margaret Brennan. Aucune trace du nom Ashworth.
L'appartement avait été transformé. Les murs blancs et froids étaient désormais d'un ton crème chaleureux. Le mobilier moderne et stérile avait été remplacé par des meubles confortables provenant de magasins d'antiquités. Des photos de famille étaient accrochées partout. De vraies photos, pas des portraits posés pour des magazines. Caroline porta Ruby à la fenêtre. La vue était la même. Central Park s'étendait, vert et vivant, en contrebas. La ville fredonnait son éternelle mélodie. Mais elle la voyait différemment maintenant. Elle comprenait enfin que la porte de la prison avait toujours été ouverte. Elle avait été sa propre gardienne. Et maintenant, elle s'était libérée. Ruby s'agitait. Elle avait faim. Caroline s'installa dans le fauteuil à bascule que sa mère avait fait venir du nord de l'État. Le même fauteuil que Maggie avait utilisé quand Caroline était bébé. 3 générations de femmes liées par l'amour. Tout en allaitant sa fille, elle repensa à la femme qu'elle avait été. La femme qui était entrée au gala, enceinte de 8 mois et invisible. La femme qui avait laissé tomber une coupe de champagne et vu son monde s'écrouler. Cette femme avait peur, elle était désespérée, s'accrochant à un mariage qui n'existait que dans son imagination. Cette femme n'était plus rien de tout cela. La sonnette retentit. Teddy arrivait pour leur réunion hebdomadaire. Il apportait des documents sur la fondation, la Brennan Family Foundation, Phineas Ashworth et la fraude. Les premières subventions avaient été distribuées le mois dernier. Des refuges pour femmes, des programmes d'éducation financière, des ressources pour les mères fuyant des situations de violence, une aide réelle pour des personnes rouges sans réel. Le procès de Preston commence le mois prochain, dit Teddy. Il était doux à ce sujet. Toujours doux. Les procureurs veulent que vous témoigniez. Je sais. Allez-vous le faire? Caroline baissa les yeux vers Ruby, vers le visage parfait de sa fille qui grandirait en connaissant la vérité. Oui. Elle ajusta le bébé dans ses bras. Un jour, elle posera des questions sur son père. Je veux pouvoir lui dire que j'ai dit la vérité, que je n'ai rien caché, que je me suis levé et que j'ai dit ce qu'il avait fait. Ce ne sera pas facile. Ces avocats vont essayer de vous faire passer pour une femme vindicative, instable, tout ce qu'ils ont menacé de faire. Qu'ils essayent. J'ai les preuves. J'ai les témoins. Je n'ai rien à cacher. Teddy sourit. Tu as changé, Caroline. Je me suis souvenu de qui j'étais avant lui, avant les mensonges. Elle croisa son regard. Cette femme avait toujours été là. Elle s'était juste perdue pendant un moment. Après le départ de Teddy, Caroline coucha Ruby pour sa sieste. Elle se tint à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur le parc, orange, rose et doré, se répandant dans le ciel. Son téléphone vibra. Un SMS de Rachel. « Tu devrais voir le journal demain. Nous avons remporté le prix Pulitzer, l'enquête, l'article qui a fait tomber l'empire Ashworth. Il a remporté la plus haute distinction dans le domaine du journalisme. » Un autre SMS de Bennett Cross qui coopère désormais pleinement avec les procureurs fédéraux. Le nouveau conseil d'administration a voté. Ashworth Industries est en liquidation. Dominique fait face à ses propres accusations. L'empire avait disparu. Le patriarche était en train de tomber. Le fils attendait son procès. Tout ce que Preston avait valorisé plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que la décence humaine fondamentale. Tout cela n'était plus que poussière. Un dernier SMS, numéro inconnu. Caroline faillit, ne pas l'ouvrir. De Viven. Merci de ne pas m'avoir détruite, moi aussi. Je me fais aider. William et moi prenons un nouveau départ. Tu nous as donné cette chance. Caroline posa son téléphone. Elle se dirigea vers la chambre d'enfant, se tint au-dessus du berceau de Ruby et regarda sa fille dormir. Elle repensa au gala, au verre de champagne qui s'était brisé, à la porte qui s'était refermée derrière elle sans un bruit. Elle était entrée dans cette salle de bal en tant qu'épouse enceinte de Preston Ashworth, un accessoire, un objet, un vecteur de son héritage. Elle en était sortie en tant qu'elle-même, en tant que Caroline, en tant que femme qui ne se laisserait pas réduire au silence, rabaissée ou effacée. Le bébé remua, ouvrit les yeux et croisa le regard de sa mère
avec ce regard flou propre au nouveau-né. « Un jour, je te raconterai une histoire, » murmura Caroline. L'histoire d'une femme qui avait oublié qui elle était, qui s'était laissé convaincre qu'elle était petite, stupide et sans valeur, qui avait failli tout perdre. Ruby bâilla en agitant ses petits poings. Et je te raconterai comment elle s'est souvenue, comment elle s'est battue, comment elle s'est construit une nouvelle vie à partir des cendres de l'ancienne. Elle tendit la main vers le berceau et caressa la joue de sa fille. Cette femme était ta mère, et elle veut que tu saches que tu n'es jamais trop brisée pour être à nouveau entière. Tu n'es jamais trop perdue pour retrouver le chemin de la maison. Tu n'es jamais trop silencieuse pour trouver ta voix. Ruby attrapa son doigt et le serra fort. « Petit Sam, tout ira bien, » dit Caroline. « Tout ira même mieux que bien. Nous allons être tout. » Les lumières de la ville commencèrent à scintiller derrière la fenêtre. La nuit tombait, un nouveau chapitre commençait. Caroline prit sa fille dans ses bras, la serra contre elle et laissa la paix l'envahir. Elle était entrée dans ce gala en tant qu'une femme. Elle en était sortie en tant qu'une autre, et dans l'espace entre ces deux personnes, elle avait trouvé quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais, elle-même. La fin n'était en réalité que le début, et elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre. La salle d'audience était bondée, les médias étaient présents dans la tribune, les caméras attendaient à l'extérieur. On appelait cela le procès de la décennie. Preston Ashworth était assis à la table de la défense. Il avait vieilli de 10 ans et 12 mois. Son costume coûteux pendait sur son corps amaigri. Son sourire de Golden Boy avait disparu. Caroline était assise à la barre des témoins, calme et sereine. Ruby était à la maison avec Maggie, qui avait déménagé en ville pour aider à élever sa petite fille. Le procureur lui a présenté les preuves, la fraude, la famille secrète, la manipulation, tout ce qu'elle avait découvert dans ces heures désespérées après le gala. Les avocats de Preston ont tenté de la briser, laissant entendre qu'elle était amère, vengeresse, motivée par la cupidité. Elle a répondu à chaque question avec un calme et une précision imperturbables. Pas de larmes, pas de drame, juste des faits. Quand ce fut terminé, lorsque le jury se retira pour délibérer, elle passa devant la table de la défense. Preston leva les yeux vers elle. Son regard était vide. « Ça en valait la peine ?» demanda-t-il. « Tout détruire. » Elle s'arrêta, regarda l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui l'avait brisé, l'homme qui l'avait rendue plus forte qu'elle ne se serait jamais imaginée. « Tu t'es détruit toi-même, Preston. Je n'ai fait que dire la vérité. » Elle sortit de la salle d'audience, sous le soleil, vers un avenir qui n'appartenait qu'à elle. Le jury revint 4 heures plus un. Vrai, plus tard, coupable de tous les chefs d'accusation, 23 ans de prison fédérale. Caroline ne célébra pas. Il n'y avait rien à célébrer. Justice avait enfin été rendue. Ce soir-là, elle s'assit dans son appartement, Ruby dans les bras. La ville scintillait derrière la fenêtre. Les carillons éoliens qui se trouvaient sur le porche de sa mère étaient désormais suspendus dans la chambre d'enfant, chantant doucement lorsque la brise soufflait. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu, à tout ce qu'elle avait gagné, à la femme qu'elle avait été, à la femme qu'elle était devenue. Sa femme enceinte avait quitté le gala en silence. Au matin, le milliardaire était détruit. Mais ce n'était pas vraiment l'histoire. Ce n'était pas la partie importante. La véritable histoire était celle d'une femme qui s'était souvenue de sa voix, qui avait trouvé sa force, qui s'était construit une nouvelle vie à partir des ruines des mensonges. La véritable histoire était celle de la survie, de la résilience, du pouvoir tranquille de refuser d'être invisible. Caroline embrassa le front de sa fille et regarda les lumières de la ville danser. « Il était une fois, murmura-t-elle, une femme qui pensait être perdue, mais qui ne l'était pas du tout. Elle attendait simplement d'être trouvée. » Ruby sourit dans son sommeil. Dehors, la ville fredonnait sa chanson sans fin et Caroline Ashworth, non, Caroline Brennan, était enfin chez elle. Si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti la douleur de Caroline et applaudi sa force, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'auditeurs ont trouvé l'espoir dans des histoires comme celle-ci.
Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place de Caroline? Je lis tous les commentaires et votre histoire pourrait inspirer notre prochaine vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Des histoires sur la force, la survie et le pouvoir discret des femmes qui refusent d'être maudites, refusent d'être sous-estimées. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, une histoire TEDIETIA est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour faire le premier pas vers la liberté. Et si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime. Cela aidera davantage de personnes à trouver ces histoires lorsqu'elles en ont le plus besoin. Conclusion. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe afin de proposer des histoires significatives accompagnées de précieuses leçons de vie. Chaque récit est conçu dans le but non seulement de divertir, mais aussi d'inspirer, de valider et d'autonomiser notre public. Merci de faire partie de cette communauté.